en ces temps si difficiles où nous sommes tous affectés et nous sommes tous mobilisés à nos titres respectifs. Nous avons déjà plus d'une quarantaine de connexions et comme je disais, pour assurer un meilleur suivi, je vous remercie d'écrire vos noms si vous ne l'avez pas encore fait, ainsi que vos organismes et les pays. Dans la fonction chat, nous utilisons cette plateforme Zoom pour la première fois pour des webinaires techniques. Et dans un premier temps, pour faciliter les échanges, nous n'aurons pas tout de suite la possibilité de faire des interventions de vive voix. Par contre, toutes vos questions seront les bienvenues sur la fonction chat et seront abordées par le SWA et par les panélistes. Alors, nous avons 45 connexions maintenant, y compris, je vois quelques noms que nous connaissons bien, du Bénin, du Burkina, du Cameroun, du Mali, et puis nous avons aussi plusieurs nouvelles personnes. Donc, je vous souhaite la bienvenue et la re-bienvenue à ce webinaire. Juste deux petits mots pour placer ce webinaire dans son contexte. Donc, ce webinaire sur l'élimination des inégalités dans la réponse au assainissement hygiène, nous l'organisons cette fois-ci avec le concours de WaterAid et du WSSCC, qui sont nos deux partenaires clés de manière générale, qui sont nos partenaires multi-pays et que vous connaissez sans doute tous, et qui sont aussi des partenaires spécialistes sur la question des inégalités. Donc, nous les remercions de leur concours pour ce webinaire. Alors, il y a 2 semaines, nous avons eu un webinaire ministériel et lors de cette discussion où il y a eu 5000 personnes qui ont quand même écouté, et nous avons eu une question parmi d'autres qui est ressortie comme une question récurrente. C'est comment faisons-nous pour que les inégalités ne soient pas exacerbées lors de la réponse au Covid, et bien au contraire, comment faisons-nous pour répondre aux inégalités dans la réponse. Alors, donc ce webinaire fait partie aussi de la série de webinaires sur l'eau, l'assainissement, l'hygiène et le Covid, et c'est le 3e. Aujourd'hui, c'est le 3e. Il y a 2 semaines, nous avions eu le second, donc qui était une discussion ministérielle, et par la suite, nous allons considérer 2 autres aspects qui ont surgi comme préoccupation majeure, qui étaient d'une part comment assurer que les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène peuvent continuer sans interruption dans les mois à venir. Et l'autre préoccupation, c'était comment répondre à long terme à cette situation, sachant que nous sommes tous en train de vivre la crise maintenant et que la réponse devra forcément être à long terme. Alors, nous avons donc sur ce dernier point, il y a eu beaucoup de pays qui nous ont parlé des dispositifs financiers pour la reprise après la crise. Nous avons aussi eu un exemple des Maldives qui était assez intéressant, puisqu'ils ont dit qu'ils utilisent cette crise pour accélérer l'approvisionnement à toutes les îles du pays, et pour accélérer ainsi le progrès vers leur cible des ODD 6. Après, le Eswatini et le Nigeria nous ont parlé de quelques mesures plus systémiques qu'ils souhaitent prendre par le renforcement des systèmes d'information ou par une application plus forte du secteur privé. Et donc, nous allons reprendre ces questions de planification à long terme dans une discussion ultérieure. Et certaines de ces discussions seront aussi
reprise, si vous voulez, par des tables rondes ministérielles que nous comptons organiser au mois de mai et de juin et qui vont regrouper des ministres, des partenaires autour des questions particulières, autour des questions spécifiques. Alors, de manière générale, vous savez que le SWA œuvre sur les inégalités. L'année dernière, nous avons tenu la réunion des ministres du secteur et le thème global, c'était les inégalités. Et nous avons eu l'occasion de travailler avec vous assez étroitement sur cette question-là. Alors, je disais juste au début qu'il y a quelques minutes, nous venons de terminer le webinaire en anglais. Il y a eu plusieurs centaines de personnes, notamment des pays africains et asiatiques. Et nous avons eu l'intervention de 3 pays, des fonctionnaires de 3 pays, le Népal, le Kenya, le Malawi. Et nous avons eu plusieurs organismes de la société civile qui sont ensuite intervenus pour parler de leur expérience et de leurs approches. Alors, je demande à Citali de passer au prochain slide. Et avant de céder la parole pour la première partie, je voudrais de nouveau remercier Madame la ministre Rakoto Velomana-Ntsoa, qui est ministre de l'eau, l'assainissement et l'hygiène à Madagascar. Et Madame la ministre nous avait déjà fait part de l'approche de Madagascar il y a 2 semaines et elle aura l'occasion de nous en dire plus sur les questions particulièrement relevant des inégalités. Nous avons aussi une intervention qui est prévue par Madame Rukiatou Ouedraogo, qui, elle, est chargée de communication et de plaidoyer au SPONG. SPONG, qui s'inscrit comme le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales et qui est le premier collectif des ONG œuvrant au Burkina. Et donc, Madame Ouedraogo va nous parler. Encore, je vous rappelle qu'il y a 2 semaines, c'était Monsieur le ministre Ouedraogo de Burkina qui nous avait parlé de l'approche du pays face au Covid. Donc, nous avons ces deux interventions qui, à la fois, complètent ce qui a été dit auparavant et à la fois vont dans une nouvelle direction, cette fois-ci, autour des inégalités. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre présidente directrice générale, qui est Madame Catarina de Albuquerque, et pour quelques remarques et pour présenter le contexte. Et juste avant cela, je vois que nous avons plus de 70 connexions. Si vous ne l'avez pas fait, messieurs, dames, je vous remercie de mettre vos noms et vos organismes dans la fonction chat. Et sur ce, je passe la parole à Madame de Albuquerque du SWA. Katharina. Merci Valvan. Bonjour à toutes et à tous, très spécialement à vous, Madame la ministre Rakoto Velomana-Ntsoa, pour nous joindre de nouveau après l'autre expérience dans le webinaire ministériel. J'aimerais aussi donner la bienvenue à tous nos partenaires et amis et spécialement à WSSIC, aussi bien qu'à WaterAid, qui sont en train d'organiser ce webinaire. Merci beaucoup. Alors, pourquoi est-ce que nous avons décidé de dévouer ce webinaire au sujet des inégalités? Non seulement le thème des inégalités est important et une base fondamentale du droit international des droits de l'homme, mais le thème des inégalités, l'élimination de la discrimination sont au cœur des objectifs de développement durable. Nous le savons très bien qu'auparavant, dans le cadre des objectifs du développement du millénaire, il n'y avait pas de référence aux inégalités. C'était une des grandes critiques des mouvements de droits de l'homme
femmes vis-à-vis les ODM, c'était exactement le thème des inégalités. Mais maintenant, avec les ODD et dans le cadre des droits de l'homme, tant au niveau global, mais aussi dans les législations, dans les constitutions nationales, traités régionaux, l'interdiction de la discrimination et le principe de l'élimination des inégalités est au cœur de tous ces instruments. Alors, c'est déjà une raison importante, n'est-ce pas, pour mettre l'accent là-dessus. Dans le cadre de SWA, de notre partenariat, nous avons aussi élu, quand je dis nous, c'est nos partenaires, ont décidé de mettre le thème des inégalités au cœur de ce que nous faisons. C'est l'élimination des inégalités et notamment un de nos principes fondamentaux auxquels tous les membres, doivent sous-signer, souscrire. L'élimination, nous savons aussi que l'élimination des inégalités n'est pas seulement une obligation juridique, mais c'est aussi quelque chose d'intelligent à faire. L'élimination des inégalités, par exemple, dans notre secteur de l'eau et de l'assainissement, va aussi réduire les inégalités de développement plus larges dans d'autres secteurs, comme la santé, l'habitation, le logement, l'éducation et même les égalités de genre. Il y a des crises sanitaires récurrentes, nous le savons, dues à des maladies évitables qui résultent d'un manque d'eau et d'assainissement. Ce n'est pas seulement le cas maintenant, vous le savez très bien, dans le cadre du Covid-19, c'était déjà le cas avant. Réfléchissons un peu aux diarrhées qui tuent des nombres très importants de personnes partout dans le monde. C'est clair que quand les gens disent nous sommes tous dans le même bateau dans le cadre du Covid-19, je dirais que non. Et ça veut dire que nous avons des différents types de bateaux. Quelques-uns d'entre nous sont dans des petits noix, d'autres sont dans des grands bateaux, dans des grands voiliers. Et nous sommes tous dans la même mer qui est très agitée par le Covid-19. Et ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette mer dans laquelle nous nous trouvons tous, elle va exacerber les inégalités entre nous tous. Les personnes sans accès à l'eau et à l'assainissement sont les moins à même de se protéger aussi du Covid-19. Le Covid-19 est encore plus dangereux pour les personnes les plus vulnérables, nous le savons, des gens qui ont déjà des problèmes de santé sous-jacents, aussi bien que les personnes qui sont plus vulnérables en fonction de leur âge. Les personnes vivant dans la pauvreté, souffrant de malnutrition à long terme, d'une mauvaise santé provoquée par un manque d'accès à des soins de santé, par un manque d'accès au souillé, provoqué par un accès à l'eau souillée ou à un assainissement médiocre, ou à une mauvaise qualité de l'air. Pardon, tu peux revenir en arrière. I'm still in the previous slide. Thank you. Merci. C'est clair qu'elles vont être plus touchées et elles vont souffrir plus dans le contexte de Covid-19. Ça veut dire que toutes ces inégalités vont être encore plus mises à jour, vont devenir plus visibles et aussi plus tragiques dans le cadre du Covid. Si on avait avant Covid des personnes vulnérables, les personnes qui étaient déjà vulnérables avant Covid sont maintenant en train de devenir encore plus vulnérables. Next slide, prochain slide s'il vous plaît. Alors, OK. Dans le webinaire en anglais, on a parlé du confinement. On a parlé des indications, des recommandations, par exemple de l'Organisation mondiale de santé, en termes de réaction au Covid, de réponse au Covid-19. Et les solutions qui sont pratiquées en Europe, aussi en Chine,
et dans quelques pays en Afrique, en Europe du Nord, elles sont tout simplement pas appropriées dans le Sud. Ce sont des solutions qui sont mission impossible, qui sont des indications virtuelles pour beaucoup de personnes qui habitent dans le Sud. Ça veut dire la distanciation sociale dans les agglomérations urbaines densément peuplées et le lavage de mains là où il n'y a pas d'accès au savon ni à l'eau est impossible. De la même façon que tout cela est aussi très difficile pour les personnes sans toit dans le nord, dans les régions du nord. Là où les services à domicile sont limités. Les gens doivent quitter leur domicile pour les besoins de base, pour aller chercher de l'eau aux points d'eau communaux. Comment garder les 2 mètres de distance? Je ne sais pas. Et aussi pour utiliser les toilettes communes, comment le faire dans des quartiers informels où les chemins sont étroits et sont pleins de gens. Aussi, on commence à voir ça et à lire ça de plus en plus dans les nouvelles. Les salariés journaliers ne peuvent tout simplement pas survivre sans travailler ou sans soutien financier extérieur. Ça veut dire le confinement, c'est une réalité tout simplement virtuelle, pas réelle. La plupart des pays du Sud ont aussi un filet de sécurité nationale très limité pour pouvoir aider, appuyer ceux qui sont les plus vulnérables et qui souffrent plus du Covid et qui sont moins en mesure de mettre en œuvre, d'appliquer les recommandations, notamment de l'Organisation mondiale de santé. Prochain slide. Next slide. OK. Nous savons, regardons maintenant un peu ce que nous avons tous appris des crises précédentes, des crises sanitaires précédentes. La gestion du VIH-Sida, du SARS, de l'Ebola ont tous fourni des enseignements qui doivent être utilisés et qui peuvent être utilisés maintenant et qui sont en train d'être utilisés maintenant. Les communautés elles-mêmes sont la meilleure ressource pour lutter contre l'épidémie. Les communautés comprennent mieux comment adapter les pratiques existantes qui peuvent les mettre en danger. Toutes les mesures d'atténuation doivent être comprises, doivent être adaptées et acceptées par les communautés censées les mettre en œuvre. L'idée d'imposition de mesures n'a pas de succès si les communautés ne les comprennent pas, ne les acceptent pas, ne les intègrent pas et ne les adaptent pas. Alors, à moins qu'il y ait une organisation locale et un engagement avec les communautés, et à moins qu'il y ait de la confiance, aucune réponse ne fonctionnera. Un confinement sévère, contrôlé par l'armée, imposé par l'armée, par la force, comme nous le constatons déjà dans certains pays, provoquera plus de troubles et ne résoudra pas les inégalités qui existent déjà et sont exacerbées par des mesures visant à limiter la propagation du Covid-19. Une réponse collaborative, coopérative, nécessite l'intégration de l'eau et de l'assainissement dans d'autres approches essentielles de santé publique et de soutien socio-économique. Prochain slide. Ça nous mène aux questions de l'accès à l'information et aussi de la collecte de données. Il y a bien sûr un besoin urgent d'informations claires et fondées sur les preuves. Nous savons tous et nous avons tous été confrontés par des informations erronées ça veut dire que les systèmes efficaces et coordonnés de gestion et de partage d'informations
en utilisant les canaux utilisés par la communauté locale et en travaillant avec les dirigeants locaux pour approuver les messages et prévenir la désinformation sont fondamentaux. Travailler avec les communautés pour fournir et confirmer les données sur les taux d'infection, ce sont des pratiques également indispensables. Et finalement, les communautés savent où vivent les personnes les plus vulnérables et sont les mieux placées pour nous aider, pour aider aussi les autorités à les identifier et aussi pour les soutenir. Prochain slide. En termes de solutions, les principes des droits de l'homme, de non-discrimination, de participation, d'accès à l'information, la responsabilité et la durabilité sont aussi essentiels maintenant qu'en temps de normalité. Les processus communautaires de gestion du virus sont essentiels au succès. Les communautés doivent être invitées à travailler avec la ville, avec le gouvernement national sur les difficultés auxquelles elles sont confrontées, notamment en ce qui concerne le soutien dont elles ont besoin et les moyens les plus appropriés de fournir ce même soutien. Les stations de lavage de mains d'urgence doivent céder la place à des solutions à long terme qui garantissent l'accès à l'eau et à l'assainissement pour tous, toujours et partout. Prochain. Au cours de ce webinaire, nous entendrons des gouvernements et des organisations de la société civile sur la façon dont ils travaillent pour protéger les personnes marginalisées, les personnes vulnérables au Covid-19. Et nous poserons quelques questions difficiles, notamment auxquelles nous aimerions bien que vous commenciez à réfléchir. Notamment, comment utilisons-nous les leçons apprises aujourd'hui pour protéger les gens à l'avenir? Lorsque les décisions sont prises pour réduire ou supprimer les taxes ou les tarifs, en quoi cela profite-t-il aux communautés les plus pauvres qui n'ont pas de raccordement? Si on supprime les tarifs de ceux qui sont en train de payer déjà les tarifs de l'eau et de l'assainissement, si on les élimine, qu'est-ce que nous sommes maintenant en train de bénéficier? Les plus pauvres? La classe moyenne, les plus riches, comment est-ce que nous faisons en sorte pour aussi atteindre les plus pauvres qui n'ont pas de raccordement? Lorsque nous demandons aux gens de rester à la maison, de se faire tenir à au moins 2 mètres des autres, comment veillons-nous à ce que les toilettes publiques soient sûres, ouvertes et accessibles dans ces conditions? Comment protégeons-nous les ressources en eau publique afin que les gens ne transmettent pas le virus simplement à partir de la poignée de la pompe à l'eau? Telles sont quelques-unes des questions que nous posons à nos panélistes aujourd'hui et nous espérons pouvoir partager des solutions et des bonnes pratiques grâce à ce webinaire. Nous avons atteint presque 90 participants et je serai ravie d'entendre les prochains orateurs, panélistes et la discussion qui va suivre. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Katharina, la présidente directrice générale du SWA. Je voudrais maintenant, avec tous nos respects et nos remerciements, appeler Madame la ministre de Madagascar à faire une petite intervention sur comment le pays, dans sa réponse au Covid-19, prend en compte les inégalités et les traite. Donc, Madame la ministre, c'est à vous maintenant. Merci. Bonjour à tous et merci pour cette intervention, de m'avoir permis d'intervenir durant ce webinaire. Effectivement, nous avons participé, j'ai participé il y a 2 semaines au webinaire au niveau des ministres et je vais vous partager aujourd'hui quelle est l'approche de Madagascar par rapport à ces inégalités et au niveau des personnes vulnérables.
Comme j'ai partagé la dernière fois, il existe un plan d'urgence sociale réalisé par le gouvernement de Madagascar. Et nous avons en fait 150 cas confirmés et déjà des cas des cas de personnes guéries. Mais si je rentre un peu plus dans ce cas de plan d'urgence sociale, il y a pour pouvoir il faut travailler à la base, en fait, pour identifier les personnes vulnérables. C'est de travailler avec les structures étatiques qui existent déjà, qui s'appellent au niveau des quartiers ou Fukutan en malgache. Et à partir de là, on a une liste qui existe déjà. Et ça nous a permis aussi au niveau du gouvernement de revoir la base de données du gouvernement au niveau de ces structures étatiques-là. Et donc, à partir de là, on retrouve les personnes à partir de leurs revenus, quel est leur revenu et aussi d'identifier ces personnes vulnérables-là selon un critère où on travaille avec le ministère de la Population et de la Protection sociale. Et à partir il y a ces critères-là, mais aussi on constitue aussi un comité qui s'appelle, en malgache, c'est Luaran, mais qui veut dire à la source. Et ce comité-là aussi va vraiment suivre. Est-ce que ces personnes sont réellement vulnérables? Parce qu'étant donné que des fois, il y a la famille du président du quartier qui est là. Donc, c'est une de nos stratégies pour l'identification de ces personnes-là. Si je reviens pour ce comité à la base, donc il y a en même temps la société civile, les organisations spécialisées qui ont déjà l'habitude de détecter comme le Fonds d'intervention pour le développement un projet financé par la Banque mondiale qui ont déjà les critères de base pour identifier les personnes vulnérables. Et en fait, c'est tout un mécanisme de décentralisation qui fait cette identification de cette population vulnérable pour nous. Et en fait, Madagascar est en train de voir aussi, est en phase de mettre en place des mécanismes de retour et de feedback qui vont permettre de recueillir les doléances des personnes vulnérables en temps réel et adapter les actions pour répondre à leurs besoins. Si je me réfère à comment, pour créer des politiques et mener des actions cibles sur les plus vulnérables, donc, et comment les impliquer davantage dans la réponse au Covid, c'est surtout, on a adapté les outils en termes de sensibilisation, mais aussi on a parlé aussi des vouchers pour permettre un accès à ces personnes vulnérables-là aux services d'eau et d'assainissement, étant donné que dans la phase de confinement, et là on est en train d'entrer dans la phase de déconfinement progressif, ces personnes-là ne disposent plus d'assez de revenus pour bénéficier de services d'eau et d'assainissement. Et à partir toujours à la base que ces les personnes, le comité, donc vont refléter, vont présenter ces personnes vulnérables afin de disposer des subventions que l'État va apporter. Et votre question sur comment assurer que cette politique ou approche soit durable, vous avez parlé qu'on va maintenant, on a mis en place des dispositifs de lavage des mains avec les seaux et un robinet. Et effectivement, on doit penser à un long terme. Donc, pour tout d'abord, un grand défi que Madagascar là vient de faire en termes de réaliser en termes de réponse pour le WASH, c'est de disposer au moins de 4 dispositifs de lavage des mains dans toutes les écoles publiques et privées dans tout Madagascar. Donc, c'est déjà un grand pas pour Madagascar, d'abord par rapport aux réponses du secteur pour le WASH.
on a commencé au niveau des écoles, mais en parallèle, au niveau des structures de quartier, ces DLM, les dispositifs de lavage des mains, sont déjà mis en place en collaboration avec les personnels, le ministère et aussi les acteurs, les partenaires qui sont à Madagascar. Il faut en fait penser aussi qu'il est essentiel de mettre en place un cadre et des mesures pour que le secteur privé, à travers les PME, fournissent des services WASH qui puissent être un peu plus résilients en cas de crise comme vécu actuellement. Et là, on est en train de voir une possibilité de discussion avec le secteur privé pour mettre à disposition ces services WASH. Et la dernière fois, on a parlé de subventions de l'État à une survie de ces secteurs privés, mais aussi une subvention et aussi de discuter avec eux pour voir quels autres services ils peuvent mettre en place pour assurer cette pérennisation, car effectivement, pour toute crise sanitaire, le WASH est toujours au cœur des réponses. Et là, heureusement ou malheureusement, c'est le temps pour le secteur de se mettre en évidence et aussi de plaidoyer pour vraiment que les réponses, parce que souvent dans les pays comme Madagascar, on pense que le WASH est un peu écarté dans les réponses pour les crises sanitaires, alors que lorsqu'on est dans l'opérationnel, on parle de l'eau, de l'assainissement et l'hygiène, c'est toujours au cœur des actions. Donc, c'est un moyen aussi pour nous de plaidoyer. Et c'est pour ça que j'interviens encore au niveau des webinaires internationaux, parce que les fonds qui sont alloués au gouvernement comme Madagascar ne sont pas spécifiquement orientés vers le WASH. Donc, c'est un plaidoyer, et comment ça soit durable, c'est vraiment un plaidoyer de haut niveau, mais aussi un plaidoyer au niveau des partenaires qu'il faudrait vraiment mettre que les actions ou les réponses et le budget y soient pour les réponses dans le cadre de ce Covid-19. Pour passer à l'échelle des interventions qui ciblent les plus vulnérables et pour intégrer ces interventions dans les approches de l'après-crise, le gouvernement de Madagascar vise à valoriser les actions à court terme pour résoudre la crise qui puisse s'inscrire dans la durée. Exemple, continuer d'appuyer les gestionnaires ou des initiatives aux premiers abords qui n'ont pas lien direct avec le Covid-19, mais à long terme vont être bénéficiaires, comme par exemple mettre à disposition des ressources en eau, des points d'eau pour la population dans les communes ou bien dans les villes. Présenter Covid-19 en insistant sur l'après-confinement, notamment pour les impacts socio-économiques à court terme, à moyen terme, et non pas seulement durant la réponse. Et actuellement, c'est maintenir une base de données sur l'inégalité d'accès aux services EAH et maintenir des échanges périodiques sur la lutte contre les inégalités pour l'accès à l'eau et à l'assainissement. Effectivement, à Madagascar, pour les réponses de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, qui est coordonné par le ministère de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, mais aussi en partenariat avec des directions régionaux décentralisées et le partenaire des clusters WASH dans les régions pour fournir une réponse initiale rapide en mobilisant l'équipement et les équipes nécessaires pour une réponse de l'eau, l'assainissement et l'hygiène efficace. Donc, aussi, il y a à Madagascar, on est déjà en phase de faire des transferts monétaires pour les plus vulnérables et nous sommes en train d'intégrer dans le montant du transfert monétaire de pouvoir intégrer l'accès aux services WASH à travers ces transferts monétaires, à part les vouchers qui seront donnés aux familles vulnérables. Donc,
voilà en général les approches par rapport à cette inégalité dans la réponse au WASH au Covid-19 pour Madagascar. Je vous remercie de votre attention. Madame la ministre, merci beaucoup. Katharina, voudriez-vous intervenir? Merci. Oui, avec grand plaisir. Merci Madame la ministre et merci aussi d'utiliser nos plateformes aussi comme une façon de mettre en évidence ce que votre pays est en train de faire, mais aussi les défis qui se présentent. Et en termes de financement, nous le savons bien, il y a des défis et comme l'avait mentionné la représentante de la Banque mondiale dans le webinaire ministériel auquel nous avons participé, très souvent, j'ai eu cette expérience en discutant avec d'autres ministres. Le problème, c'est que même quand il y a de l'argent de la Banque mondiale ou d'autres agences internationales qui arrivent au pays, ceux qui sont en train de coordonner la réponse, par exemple au Covid, et des fois, ce sont les ministères des Finances ou votre ministère. Des fois, le secteur de l'eau et de l'assainissement ne reçoit pas la visibilité dont il a besoin. Et même, je ne peux pas mentionner des institutions internationales, mais même quand on regarde les déclarations, les appels, etc., de la part de certaines organisations internationales, nous voyons à quel point l'eau et l'assainissement ne sont pas mentionnés et que c'est beaucoup plus la réponse médicale au virus qui fait les titres des journaux ou les interventions d'ouverture dans des journaux nationaux à la télévision. Alors, c'est vrai que c'est une lutte et c'est pour cette raison, permettez-moi de faire référence à cela, que dans SWY, nous avons décidé de préparer un appel, une déclaration des leaders politiques mondiaux avec des chefs d'État et de gouvernement pour l'utiliser, pour permettre que tous les gens qui travaillent dans le secteur, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement puissent utiliser cet appel souscrit par les chefs d'État et de gouvernement pour les aider dans leurs efforts au niveau national et international pour mobiliser de l'appui financier. Dans le dernier webinaire ministériel, j'aimerais juste le mentionner très vite, qu'il y a eu plusieurs ministres, mais aussi représentants d'organismes financiers internationaux qui ont mentionné que dans les cas où le confinement social n'est pas possible, les gouvernements doivent assurer l'eau, l'accès à l'eau. Il y a des dispositifs de lavage de mains, au moins aux plus vulnérables. Et aussi, je me souviens, la ministre anglaise l'a mentionné, elle a dit que l'hygiène était encore plus importante dans les endroits où le distancement social est plus difficile. Et ça met en accent le fait que l'eau et l'assainissement sont encore plus cruciales pour répondre au Covid dans les régions du Sud. Merci beaucoup et peut-être j'ai trop parlé, Balvan. Katharina, vous avez parlé juste pour dire ce qu'il fallait. Donc, merci. Nous avons pas mal de commentaires sur la fonction chat que j'ai essayé de suivre. Et juste très rapidement, Madame la ministre, elle a mentionné plusieurs mesures qui sont à remarquer. Par exemple, le mécanisme pour récolter les doléances des personnes vulnérables, la mise en place des comités décentralisés pour identifier ces personnes vulnérables, les vouchers dans les transferts monétaires, l'implication du secteur privé dans la fourniture de services. Alors, ce package de mesures est certes très important et
est assez complet pour pouvoir répondre. Alors maintenant, faut-il encore le financer? Et je pense que la discussion entre Madame la ministre, entre les remarques de Katharina et les quelques remarques sur la fonction chat, ça nous montre deux choses peut-être. Une chose, c'est que ce n'est pas une question de se renvoyer la balle, mais est-ce que les gouvernements, dans les réponses, dans les plans de réponse au Covid, est-ce que les gouvernements accordent assez d'attention à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène? Ça, c'était une question et nous avions vu déjà lors du dernier webinaire que la question la réponse dans beaucoup de cas est non. Alors, d'une part, donc, c'est une question de faire le plaidoyer au niveau des gouvernements pour que l'eau, l'assainissement et l'hygiène voient accorder la place juste dans les plans. Et de l'autre côté, donc de l'autre, disons, le complément de ça, c'est est-ce que les partenaires qui sont les partenaires financiers, les partenaires techniques, est-ce que eux, quand ils allouent des fonds dans la réponse au Covid, est-ce que ces partenaires accordent assez d'attention à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène? Alors, du coup, d'une part, il y a des manquements dans les deux sens, dans les deux cas, et d'autre part, il y a des grands efforts qui sont fournis dans les deux sens. Et le SWA, en quelque sorte, en sa qualité de cette plateforme internationale, elle se charge en partie aussi de justement que les uns, les gouvernements, les autres, les partenaires techniques financiers, accordent la bonne place. Et je pense que l'entente entre l'ensemble, c'est ça la clé d'une réussite. Donc, nous continuerons à œuvrer pour que cela fonctionne. Et maintenant, avant de passer aux questions pour Madame la ministre, je me permets de faire appel à notre deuxième intervenante, qui est notre troisième intervenante après Katharina, qui est Madame Rukiatou Ouedraogo, qui est basée au Burkina Faso et qui est chargée de la communication et de plaidoyer au secrétariat permanent des organisations non gouvernementales, qui n'est pas un organisme seulement spécialisé au assainissement et à l'hygiène. Et Madame Ouedraogo sera donc en mesure de nous parler de manière un peu plus globale aussi, peut-être avec d'autres secteurs. Donc, je fais appel à Madame Ouedraogo et je lui demande très modestement de bien se tenir à environ 5 à 7 minutes d'intervention. S'il vous plaît. Merci beaucoup. OK, allô? Merci beaucoup à Balouane. J'espère qu'on m'entend. Oui, allô? OK, oui. Parfait. Donc, merci pour cette opportunité qui nous est donnée pour partager la perspective de la société civile au Burkina Faso. Effectivement, le SPON, le secrétariat permanent des ONG, est une plateforme qui réunit les ONG et associations qui interviennent au Burkina Faso. Et au sein du SPON, nous avons plusieurs membres qui interviennent dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Et ces membres sont organisés en groupe de plaidoyer, de réflexion, d'interpellation du gouvernement. Et c'est à ce titre que j'aimerais partager nos analyses sur les réponses COVID et comment les questions d'inégalité sont suivies et prises en charge à notre niveau. Il faut dire qu'au Burkina Faso, nous avons un contexte difficile qui est connu, donc je ne vais pas revenir sur les taux d'accès en milieu rural et urbain, mais à côté de cela, on vit également une crise en lien avec le terrorisme qui aujourd'hui a entraîné plus de 8000 personnes déplacées internes qui sont dans des endroits où l'accès à des services sociaux de base sont aujourd'hui des défis.
Et dans un tel contexte, le Covid arrive encore comme quelque chose qui renforce la vulnérabilité et la pauvreté de beaucoup de populations. Qu'est-ce que, en tant qu'ONG association, quelles sont les mesures que nous avons prises pour atténuer la souffrance des communautés, hein? Mais il faut noter qu'en tant qu'ONG, on est vraiment focus sur les communautés vulnérables, les communautés rurales. Déjà, on a noté dès les premiers cas au niveau du pays un grand élan de solidarité des ONG, des associations, des citoyens qui se sont engagés individuellement et collectivement pour des actions de sensibilisation, des actions de dons, de kits, surtout aux personnes vulnérables pour les aider à gérer leur situation. En plus, au niveau des ONG, par exemple, au niveau du sport, en tout cas, nous avons engagé des plaidoyers avec un certain nombre de partenaires techniques et financiers pour les demander de permettre aux projets en cours d'être réaménagés pour intégrer des actions en lien avec la riposte, parce que certaines activités ne peuvent pas être mises en œuvre aujourd'hui en raison de ce Covid. Et nous avons des cas de succès dans des domaines, par exemple, de la santé de la reproduction, où il y a des projets qui ont pu être révisés pour intégrer des actions de sensibilisation et des actions de don de kits aux personnes vulnérables. Il y en a bien d'autres, mais le temps ne permet pas de citer tous les exemples. Concrètement, au niveau également de la société civile, nous avons, avec d'autres organisations, lancé une initiative que nous avons appelée Initiative « Les communautés s'engagent à vider le Covid-19 ». C'est en fait un mouvement citoyen innovateur qui vise à appuyer les initiatives du gouvernement et des partenaires techniques dans la mitigation de la crise. Et aujourd'hui, grâce à cette mobilisation, pour seulement la région de Ouagadougou, on a plus de 300 associations communautaires qui se sont engagées dans ce mouvement et qui aujourd'hui mènent des actions de proximité dans les communautés et qui sont en dialogue également avec les autorités locales pour les aider à déployer les différentes mesures qui sont prises. Sur le volet WASH de façon particulière, il faut noter que le ministre l'a certainement dit lors du webinaire passé, le président du FASO a annoncé une série de mesures sociales et heureusement, le secteur de l'eau n'a pas été oublié. Mais il y a eu des propositions de réduction, par exemple, des factures d'eau, de la tranche sociale, c'est-à-dire la consommation de la tranche sociale est gratuite pour les 3 prochains mois, avril, mai et juin. Il y a eu aussi des mesures d'annulation des pénalités sur les factures de l'eau au niveau de l'Office national de l'eau. Il y a la prise en charge des factures d'eau dans les marchés. Et en gros, toutes ces mesures coûteront à peu près 6 milliards de francs CFA. Mais à l'analyse de ces mesures qui ont été prises et qui sont des mesures qui visent à aider, je dirais tout le monde, mais aussi les personnes vulnérables, malheureusement, on a noté que, telles que annoncées et formulées, elles sont difficilement applicables aux personnes vivant en zone rurale qui ne sont pas dans le système de l'Office national de l'eau et de l'assainissement. Donc, il y a eu, par exemple, des actions d'interpellation à travers les médias, des publications sur les réseaux sociaux, des citoyens qui se sont, en tout cas, qui se sont questionnés sur comment ces mesures allaient être opérationnalisées en milieu rural. Et à la suite de tout ça, il y a eu quand même une annonce du gouvernement qui a annoncé que des réflexions sont en cours avec les communes et les associations qui gèrent en fait la distribution de l'eau dans certaines zones rurales pour voir comment cette gratuité allait être effective également pour cette tranche de la population qui, je rappelle, représente quand même 70% de la population.
Donc, pour dire qu'en gros, en tant que société civile, nous sommes engagés sur des actions concrètes à travers l'appui aux populations, à travers les dons, les sensibilisations, etc. Mais nous sommes aussi très engagés sur le volet interpellation, plaidoyer, mobilisation communautaire pour en tout cas faire entendre la voix des plus pauvres. Maintenant, quand on regarde également, on note que certaines mesures barrières, comme le couvre-feu, qui sont des mesures barrières qui visent à limiter la propagation du Covid, ces mesures constituent aussi dans certains contextes des mesures barrières d'accès à l'eau et à l'assainissement, à l'eau surtout pour les populations vulnérables. Ceux qui utilisent par exemple les bonnes fontaines, malheureusement, certaines bonnes fontaines, c'est seulement dans la nuit qu'il y a de l'eau parce qu'il y a encore beaucoup de coupures d'eau. Donc, à l'heure du couvre-feu, ces personnes ne peuvent pas se rendre sur les points d'eau. Là également, c'est vrai que le ministère a fait des annonces disant que bon, ils vont prendre des dispositions pour faciliter la disposition des récipients pour collecter l'eau durant la nuit et que dans la journée, les personnes pouvaient récupérer leurs récipients. Mais ces mesures restent encore à suivre et à vérifier que cela fonctionne très bien. Un autre défi clé également, c'est au niveau des sites des personnes déplacées. Ces personnes étaient déjà dans des situations compliquées. Malheureusement, avec le Covid aujourd'hui, ils sont encore plus contraints parce que même les ONG qui avaient la facilité d'aller sur le terrain, aujourd'hui, ce n'est pas très facile d'aller déployer les projets et les programmes. Donc, ces populations se retrouvent dans des situations compliquées et l'accès à l'eau et à l'assainissement reste encore un défi sur ces sites. Mais on peut noter l'effort des ONG humanitaires qui essaient d'apporter des soutiens spécifiques, notamment à travers l'approvisionnement de certains sites avec des camions citernes, des réparations de pompes, la mise à disposition de bons d'accès à l'eau. Mais la question reste aussi la continuité du service parce que bon, on ne change pas les infrastructures avec un tour de magie. Donc, il fallait vraiment qu'il y ait des investissements pour pouvoir facilement déployer ces mesures-là. Donc, quelles leçons nous pouvons tirer? En tout cas, le constat est que pour déployer des mesures sur le terrain, il est capital d'impliquer fortement et concrètement les communautés dans la définition et la prise en compte de leurs besoins dans ces mesures. Sinon, on peut annoncer des mesures qui sont très bien, qui vont coûter beaucoup d'argent au budget de l'État ou même au budget des partenaires, mais malheureusement, sur le terrain, ces mesures ne seront pas très effectives pour ceux qui en ont le plus besoin. Donc, il faut les intégrer, il faut échanger avec eux et avant de prendre en fait ces mesures. Autre chose, il faut aussi une réflexion stratégique sur la cohérence des secteurs. Par exemple, à travers le mouvement, nous sommes membres du comité de riposte au niveau de la région du centre, mais on voit qu'effectivement, dans les discussions, on ne parle pas très souvent du défi de l'eau et de l'assainissement. On est très focus sur les aspects sanitaires, etc., ou même sur les aspects, les kits, les masques, mais en termes d'investissement concret pour améliorer l'accès à l'eau, il y a encore du plaidoyer et de la mobilisation à faire. Et pour terminer, je dirais qu'au niveau national, en tout cas, le défi, c'est de voir comment, avec soi, au niveau global, on peut continuer à pousser et à accompagner la société civile dans le plaidoyer pour la prise en compte des besoins des plus pauvres dans les mesures de riposte au Covid.
Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, voilà, je vais m'arrêter là. J'ai d'autres collègues en ligne qui apportent des éléments complémentaires à notre information. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Ouedraogo. Alors, je voudrais, avec la permission de tous, soulever quelques questions qui viennent de la fonction chat et qui ont été posées par plusieurs personnes. Et alors, la première question, c'était une question pour Madame la ministre et aussi pour Madame de Albuquerque. La question, c'est quelle est la place de l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans la stratégie COVID-19 de Madagascar? Ça, c'est une question pour Madame la ministre, puisqu'il y avait une remarque qui disait que le problème est moins par rapport au financement, mais la priorisation. Si l'eau, l'assainissement et l'hygiène est une priorité pour un gouvernement, normalement, les fonds sont alloués. Alors, on a aussi vu ça dans le dernier webinaire où plusieurs gouvernements nous ont parlé des comités présidentiels, des comités interministériels qui ont été mis en place, que ce soit le Chorus au Burkina Faso, que ce soit le SPACO au Libéria, que ce soit le comité ministériel au Malawi, etc. Et il y a même au Bangladesh et au Nigeria, il y a des structures spécifiques pour coordonner la réponse au assainissement et hygiène. Alors, Monsieur le ministre des Maldives nous avait parlé du budget qui a été alloué dans la réponse au Covid et rapidement, en faisant les calculs, on voit qu'il y a environ 11% du budget qui est alloué pour les actions l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Alors, la question pour Madame la ministre, c'est comment se coordonne la réponse Covid au niveau national, c'est-à-dire au-delà du secteur eau, assainissement et hygiène, et quelle est la place qui est accordée à l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans ce plan ou dans cette stratégie. Madame la ministre, à vous la parole, s'il vous plaît. Merci pour les questions. Effectivement, vous avez demandé quelle est la place de l'eau, l'assainissement et l'hygiène dans les réponses au Covid. Lorsqu'on le parle par rapport aux gestes barrières, c'est en premier plan. Mais lorsqu'on parle en termes de financement, on n'a pas les fonds nécessaires qui sont alloués pour les actions, pour par exemple, lorsqu'on parle de mise en place de systèmes d'eau, de points d'eau, il faut des fonds assez conséquents si on va parler de toutes les réponses au niveau national. Et donc, si je parle de place, dans la communication, elle est là, le WASH, elle est là, mais en termes de financement, donc en termes de priorisation de financement, c'est pas encore bien mis en exergue. Là, il y a quelques jours, on a commencé à préparer le retour à l'école des enfants. Et là, j'ai fait un plaidoyer au niveau du gouvernement pour travailler avec le ministère de l'Éducation nationale. Je passe déjà à la coordination à la deuxième question, c'est que le ministère de l'eau, l'assainissement et l'hygiène a effectué toutes les désinfections des écoles avant le retour des enfants à l'école et fournit des dispositifs de lavage des mains et du savon pour chaque école, que ce soit au niveau public ou privé. Donc, dans la communication, le WASH est là, mais si on parle vraiment des actions concrètes, là, on a encore du mal à avoir les financements nécessaires à travers les grands financements qui sont reçus au niveau international. Ok. Pour le Covid. D'accord. Oui. Ok.
Merci, Madame la Ministre. Est-ce que, Katharina, vous voudriez ajouter quelque chose ou est-ce que je passe à la prochaine question? Katharina? Non, vous n'avez... Ok, alors je passe encore à une question pour Madame la Ministre, qui cette fois-ci c'est une question qui vient du Mali et c'est une question plutôt technique qui demande quelles sont les dispositions prises à Madagascar pour assurer la continuité des services d'eau, puisque à l'instar de Madagascar, il y a d'autres pays, beaucoup d'ailleurs, qui ont dit que les services, au moins l'eau, sont rendus gratuits et ce au moins pour certaines populations, sinon pour toute la population du pays, pendant quelques mois. Alors, la gratuité des services, c'est une chose nécessaire, mais les rendre gratuites, ce n'est pas suffisant dans le sens où les fournisseurs de services, comment est-ce que les gouvernements assurent ou les pays assurent que ces fournisseurs restent en capacité de fournir les services. Et donc, comment on assure la continuité des services, notamment dans des lieux stratégiques comme les centres de santé. Voilà. Madame la Ministre, à vous de répondre si vous le voulez bien. Oui, merci pour cette question. Par rapport à pour assurer cette continuité de service pour les lieux stratégiques comme les centres de santé ou bien les écoles ou bien les gares routières, il existe une collaboration avec les gestionnaires, les entités en charge de la gestion des services pour que ces points-là d'abord soient prioritaires dans leur approvisionnement. Dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire pour Madagascar, les services d'eau font parmi des secteurs réquisitionnés par l'État pour permettre cet accès aux services-là. Donc, en termes de fonctionnement de ces gestionnaires qui assurent la continuité de service, comme j'ai dit que l'État est en train de voir différents types de subventions qui pourront être attribuées à ces gestionnaires de services afin qu'ils puissent disposer à un long terme en allant de 2 à 6 mois pour voir comment ils peuvent, quels sont vraiment le minimum nécessaire pour assurer le fonctionnement sans prendre en compte les bénéfices du gestionnaire. Et aussi, c'est aussi que de les réunir ensemble pour discuter parce qu'ils peuvent aussi apporter par eux-mêmes des solutions pour garantir cette fourniture de services. Et aussi, une troisième chose, c'est dans le cadre des investissements de l'État, par exemple, on sait très bien que différents centres de santé ne disposent pas vraiment de points d'eau. Et donc, dans le cadre orienter en fait tous les investissements de l'État, par exemple pour notre secteur, pour permettre à ces lieux stratégiques d'avoir de l'eau, donc de construire des points d'eau à travers des marchés, des travaux pour ces structures, ces lieux stratégiques. Ok. Merci, Madame la Ministre, d'avoir partagé cette approche. Alors, nous avons encore une question et cette fois-ci, c'était une question qui parle de la redevabilité et de la transparence. Alors, c'est une question qui vient d'un représentant d'un gouvernement et la question, c'est que dans cette situation d'urgence, il est grandement possible que la bonne gouvernance, la transparence et la redevabilité passent ou soient passées sous silence. Alors, dans cette situation, face à ce risque, quelles sont les mesures que le SWA, les institutions et les gouvernements peuvent prendre
peuvent mettre en place pour adresser ce problème. Alors, est-ce que, Madame la ministre, vous avez, vous aurez quelques réflexions à nous partager sur ça? Oui, effectivement, c'est la stratégie et comment dire pour le pays, en fait, c'est de toujours avoir cette priorisation du secteur en réponse au Covid. Peut-être si je reviens un peu, que la réflexion qui devrait toujours se faire, c'est comme notre deuxième conférencière a dit, c'est vraiment de voir cette synergie des actions parce que on a le secteur de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, mais il y a vraiment une transversalité des actions. Si on parle de l'éducation, si on parle de tout ce qui est plan social, si on parle aussi de protection des ressources qui existent déjà, donc il faut voir ce côté de synergie et surtout d'utiliser les moyens qui existent comme les cluster wash qui sont déjà là en réponse pour l'urgence, mais aussi transférer ces réponses d'urgence pour avoir des actions à long terme. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu, mais j'aimerais aussi proposer ça pour tous les pays pour que on ne fasse pas on ne prêche pas à part et qu'on n'ait pas des actions qui ne seront pas en synergie, que ce soit avec la stratégie du gouvernement, mais aussi par rapport même aux actions qui seront sur le terrain. Parce que, par exemple, pour Madagascar, on a une grande synergie avec le ministère de la Population, le ministère de l'Éducation nationale et même avec le ministère de la Défense nationale et aussi le ministère des Postes et des Télécommunications, le ministère de la Communication, pour vraiment véhiculer des messages bien définis et qui nous permettent de facilement accéder à des informations, permettre à la population d'accéder à des informations, mais aussi se soutenir pour les actions au niveau de la communauté. Merci. J'espère que ça a répondu Oui, un peu à la... oui, bien sûr. Et parallèlement à votre locution, il y avait aussi quelques remarques qui ont été mises sur la place que les organismes de la société civile peuvent aussi jouer sur ce fait et sur ce que certaines directions générales, notamment celle de Burkina Faso, est en train de faire par rapport à ces questions-là. Donc, c'est très bien. Nous avons aussi une remarque plutôt qui était que tant que l'eau, l'assainissement et l'hygiène restent un défi, soit mentionné comme un défi sectoriel, les problèmes en quelque sorte continueront et que malheureusement bien de gouvernements ne traitent pas l'eau, l'assainissement et l'hygiène comme un défi stratégique. Et donc, alors que le Covid-19 nous rappelle que l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène doit être traité comme un défi stratégique et non seulement sectoriel. Donc, comment accompagner les partenaires pour faire que ce soit un défi stratégique et auquel contribuent tous les ministères, ceux en charge de la santé, l'éducation, la femme, etc. Et puis, il y a un engouement Covid pour le WASH. Et donc, comment est-ce qu'on peut profiter de cet engouement pour justement rendre l'eau, l'assainissement et l'hygiène un peu plus visible comme un défi stratégique pour tous les pays. Donc, je
je pense que c'était plutôt une question, enfin, c'est à la fois une question rhétorique et une question très claire et pragmatique. Et il y a déjà quelqu'un qui nous a apporté un élément de réponse qui était que, que la déclaration de leaders, donc la déclaration que le SWA prépare et qui sera signée par les décisionnaires politiques de haut niveau, que ce soit les chefs de gouvernement, des chefs d'État, que ce soit les chefs des grandes agences onusiennes ou des partenaires financiers et techniques, eh bien, cette déclaration Leadership Declaration et cet appel à l'action aidera grandement à faire à donner une place stratégique à l'eau, l'assainissement et à l'hygiène. Et donc, voilà, est-ce que nous avons des participants à ce webinaire qui souhaiteraient partager avec nous qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Si vous voulez répondre, si vous voulez écrire dans la fonction chat, comme vous faisiez auparavant, c'est libre à vous de le faire. Mais on peut aussi vous donner la parole. Et dans quel cas, juste une petite question, enfin une petite précision pratique, c'est tout en bas de votre fenêtre Zoom, vous voyez une icône qui dit levez la main, où il y a une main qui est montrée. Donc, si vous levez votre main, on pourra vous rendre comme panéliste et vous pourrez donc parler de vive voix pour partager l'expérience ou pour poser votre question. OK. Madame Mariam Dem de WaterAid, donc Madame Dem est la directrice régionale de WaterAid pour l'Afrique de l'Ouest. Et Madame Dem, vous avez la parole. Okay. Sitali, in the meantime, we have three others, Odile Michel, Arnaud Adjagodo, and Vicky Miakala, who've raised their hands. So, would you please give them the chance to speak? Arnaud, tu peux aller? Oui, bonjour. Je peux aller, Elwant? Oui, à qui ai-je l'honneur de parler? Arnaud. Ah oui, ok. Allez-y, Arnaud, si vous voulez bien vous présenter rapidement et puis nous faire part de votre question, de votre réflexion, rapidement, s'il vous plaît. Merci. Arnaud, c'est à vous maintenant. Allô? 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 Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, bonjour. Je suis Odile Michel de Madagascar, mais je voudrais passer la parole à M. Joussois, qui est le coordonnateur national de la plateforme des personnes en situation de handicap à Madagascar. Merci. Joussois, avec la parole. Merci, Dr. Odile. Je suis directeur exécutif de la plateforme des personnes handicapées de Madagascar. Je vais rapidement. J'ai trois remarques. Tout d'abord,
quand on parle toujours de personnes vulnérables, on oublie toujours les personnes handicapées. C'est toujours le cas ici à Madagascar. Par exemple, la dernière fois, notre président de la République a cité quelques catégories de personnes vulnérables, mais il a omis de parler de personnes handicapées. Les conséquences, c'est que tous les dons, tout ce qui est des aides, les personnes handicapées n'en bénéficient pas, mais on donne toujours aux personnes âgées, aux chauffeurs de taxi, aux prostituées, aux autres catégories citées seulement par le président. Donc les personnes handicapées sont toujours oubliées. Deuxièmement, quand on parle de l'eau, assainissement, hygiène, les personnes handicapées sont toujours vulnérables parce que les infrastructures, les informations ne sont pas accessibles aux personnes handicapées. Et troisièmement, en dépit de tout ça, notre structure a fait réaliser des actions, principalement concernant l'événement de COVID-19. Nous avons constaté que les personnes handicapées ne sont pas informées de la situation, ne sont pas sensibilisées, parce qu'à la télé, il n'y a pas d'interprétation langue de signes. Les différentes étapes de lavage des mains ne sont pas connues par les aveugles. Donc, nous avons financé l'interprétation en langue de signes de toutes les spots télévisés. Et aussi, nous avons aussi détaillé pour que les aveugles connaissent les différentes étapes de lavage des mains avec du savon. Donc, ce que je demande humblement à Madame la ministre de l'eau, de l'assainissement et hygiène, de parler encore une fois pendant le Conseil des ministres, de ne pas oublier les personnes handicapées. Nous avons toujours entrepris des conversations, des dialogues avec la présidence et aussi avec le ministère de la Population, mais c'est toujours hein. Et en plus de ça, si je ne me trompe pas, on ne met pas le ministère de la Population dans tout ce qui est responsable de cette lutte contre le COVID-19, mais il y a des forces nationales, tout ça, mais il n'y a pas le ministère de la Population. Donc, ce qui fait que les personnes handicapées sont toujours oubliées. Heureusement qu'il y a notre partenaire technique et financier, WaterAid, CBM, Handicap International, qui nous ont aidés pour lutter toujours, pour aussi mener des plaidoyers, l'accessibilité au assainissement et hygiène pour les politiques de Madagascar. Merci. Merci beaucoup, chers collègues, d'avoir mis le focus sur cette vulnérabilité et cette inégalité particulière qui est le handicap et la prise en charge de cela dans la réponse au Covid. Alors, nous voudrons maintenant passer la parole à, si c'est possible, à Monsieur Miakala, qui fait partie du CNAEHA en RDC, ou bien à Madame Dem, qui est la directrice de WaterAid pour la région Afrique de l'Ouest. Madame Dem ou Monsieur Miakala, à vous maintenant. Allô, Balouante. Allez-y, Vicky. Allô? Oui, allez. OK. Bonjour, Balouante, c'est Vicky Miakala. Oui, on vous entend. Allez-y. OK. Merci beaucoup pour toutes les différentes présentations que nous avons religieusement bien suivies. Je voulais avoir un peu poser une petite préoccupation, toujours en rapport avec le COVID-19. Nous savons très bien que l'eau
et l'hygiène, l'eau, l'accès à l'eau et les bonnes pratiques d'hygiène sont des éléments que nous ne pouvons pas vraiment négliger. Mais lorsque nous voyons un peu, actuellement, c'est comme si toutes les actions se focalisent seulement sur les urgences, sur l'aspect clinique. Et je ne sais pas si on peut, dans la mesure du possible, voir dans quelle mesure on peut aussi intégrer l'aspect développement. Je prends par exemple tous les messages qui sont relayés à travers les différentes sensibilisations. Ce sont beaucoup plus de messages marginaux. Nous savons bien que, par exemple, dans des pays en voie de développement, c'est la femme qui est, comment dirais-je, assume, qui est en quelque sorte la gestionnaire du foyer. Mais si vous posez aujourd'hui la question à ces femmes, les femmes de ménage, les femmes qui vivent dans des milieux ruraux, s'ils sont à mesure de traduire ces différentes gestes barrières que on est en train de communiquer à travers leurs enfants, ils seront peut-être en difficulté. Raison pour laquelle j'ai suivi une des indiens, c'est-à-dire ces femmes-là aussi, ces femmes au foyer, ces femmes vivant au milieu rural, sont aussi beaucoup plus vulnérables parce que l'information qu'on est en train de véhiculer n'est pas adaptée à leur niveau. Elles ne sont pas à mesure, eux, de répercuter les mêmes informations, soit auprès des enfants ou bien auprès des membres de leur communauté. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'adapter le message, que ce ne soit pas seulement des messages marginaux, mais que ce soit des messages adaptés au niveau des femmes vivant dans des milieux ruraux et des femmes responsables de foyer. Merci beaucoup, Balwant. Merci, M. Miakala. Donc, je rappelle, nous parler de la RDC et du CNOHA, qui est le Comité national d'action sur l'eau, l'assainissement et l'hygiène. Et M. Miakala, vous avez posé plusieurs questions. D'une part, c'est urgence contre développement. Ça, c'est une question. D'autre part, c'était la communication même qui reste marginale en quelque sorte. Et troisièmement, la place de certaines femmes, à la fois comme personnes vulnérables et à la fois comme des éléments ou des agents du bon message. Alors, les agents de sensibilisation en quelque sorte. Exact. Les agents de sensibilisation et aussi les plus sensibles et aussi les plus vulnérables. Donc, je ne sais pas si si Madame la ministre, elle voudrait elle-même intervenir sur cette question-là, parce que si je me rappelle bien, pour la première question qui était réponse immédiate versus réponse à long terme, je pense que le Madagascar s'est bien placé en quelque sorte, puisqu'il y a des plans pour soutenir les entreprises, les entrepreneurs sur une période un peu plus longue. Ça, c'est une chose. Donc, est-ce que Madame la ministre, vous voudrez, s'il vous plaît, nous en dire un peu plus, puisque de plus en plus, c'est une préoccupation des gens sur quelle est la réponse à long terme. Madame la ministre. Oui. Merci pour cette question. Effectivement, pour la réponse, c'est toujours, on se tourne pour une réponse à long terme pour cette mise à disposition de l'eau ou par exemple les services sociaux, les services pour l'accès aux services, à l'assainissement et à l'hygiène. Là, on a des réponses au Covid, donc tout ce qui est financement
vont vers le Covid, mais essayer déjà, par exemple, pour le ministère de l'eau, l'assainissement et l'hygiène, en termes, par exemple, de communication, parce que les gestes barrières ne s'appliquent pas seulement pour le Covid. Le lavage des mains, mais c'est toute une communication qui est nécessaire dans un long terme parce qu'on ne peut pas changer le comportement de la population en un mois, c'est pas possible. Donc, on a monté un projet de communication sur l'hygiène qui s'étale jusqu'à 6 mois à 1 an avec des phases de financement qu'on pourrait en même temps bénéficier de financement dans le cadre des réponses au Covid, mais aussi faire des recherches de financement dans le cadre vraiment du secteur même. Donc, pour tout ce qui est action à long terme, il faut aller un peu plus avec des financements du Covid, mais aussi déjà dans le secteur même de pouvoir investir dans, par exemple, la mise en place de points d'eau ou de systèmes d'eau, pourquoi pas. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut orienter le plaidoyer au niveau du gouvernement, mais aussi au niveau des partenaires. Et si on n'a pas une synergie des actions avec les partenaires, avec le gouvernement et la stratégie qui est mise en place, on ne pourrait pas avoir ce long pourvoir, après pourvoir le long terme, pour voir la pérennisation de nos actions. Parce que, effectivement, pour mettre en place un dispositif de lavage des mains, il faut s'assurer qu'on ait un système d'eau à proximité. Et c'est ça qu'on est en train de mettre actuellement. Par exemple, si on va opter plus, pas pour des seaux d'eau, mais plutôt des citernes d'eau, par exemple. Ça va être un peu plus, on va aller dans le court, moyen et long terme. Je ne sais pas si ça pourrait, ça complète et ça complète, ce soit un élément de réponse pour les questions, pour voir comment aller vers le long terme. Ça, c'est vraiment une question de volonté même de ceux qui écrivent la stratégie pour la réponse au Covid. Parce que lorsqu'on écrit la stratégie de réponse, on pense déjà à un long terme, à une pérennisation, afin toujours de prioriser le secteur, effectivement, mais aussi de penser que là, c'est maintenant qu'on bénéficie de financement. Et si on bénéficie de financement maintenant, on pourra déjà préparer nos actions pérennes. Donc, voilà, de notre point de vue, comment pérenniser. Allô? Allô, OK. Allô? Oui, merci beaucoup. Allô? Et je pense que Rukiato voudrait parler. Rukiato oui, je voudrais réagir sur ce point, si vous permettez. Permission donnée, Rukiato, allez-y. OK. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une question très pertinente parce que, comme on le dit, chaque crise a ses défis, ses menaces, mais également ses opportunités. Quand on observe ce qui est en train de se passer autour de la riposte contre le COVID-19, on voit en tout cas dans nos milieux qu'il y a l'émergence d'innovation, de mobilisation citoyenne, d'engagement. Et pour moi, notamment le ministère de l'eau et de l'assainissement, y compris ses partenaires, doivent voir cela comme une opportunité pour engager un vrai dialogue de réflexion sur les stratégies en cours, mais surtout construire le long terme en s'appuyant sur les opportunités qui ont été offertes par le COVID-19. Aujourd'hui, quand on voit les innovations, par exemple, en termes d'outils de lavage de mains, dans les ménages, il y a une panoplie, il y a une créativité qui existe. Comment s'appuyer sur cette créativité pour revoir nos politiques en matière d'amélioration de l'accès à l'hygiène et à l'assainissement dans nos différents milieux, que ce soit urbain ou rural.
je pense qu'il y a quelque chose à faire dans ce sens. Peut-être on voit des alertes, des messages en tout cas qui apparaissent et je pense que c'est bon temps pour les gouvernants, notamment les ministères sectoriels, de se saisir de cette opportunité et engager un vrai dialogue pour pouvoir mettre à profit toutes ces innovations-là pour améliorer la situation dans le long terme. Merci beaucoup. Merci. Merci Rukiatou. Alors, quelque chose qui paraît de plus en plus enfin, clairement dans cette discussion, c'est aussi la place de la société civile, non seulement comme partenaire technique et local des actions, mais aussi comme un vivier d'innovation et comme comment dire, des partenaires clés au niveau stratégique aussi. Alors, il sera bientôt temps pour nous de terminer cette discussion. Entre-temps, nous avons eu sur la fonction chat et le Mali et notre collègue Monsieur Camara de la Guinée qui ont partagé les comment dire les approches de leurs pays respectifs au Covid. Et malheureusement, nous ne pourrons pas leur donner la parole puisque nous sommes à court de temps. Je voudrais juste aussi faire appel maintenant à Madame Brigitte Pedro, qui est chef de la section WASH à l'UNICEF à Madagascar, pour compléter toutes les discussions jusqu'ici et pour donner la voix à UNICEF. S'il vous plaît, Brigitte, à vous maintenant. Oui, bonjour tout le monde, bonjour Balouin, merci pour me donner l'opportunité de participer à ce débat qui est très très intéressant et je vois qu'il y a une grande dynamique, une grande diversité d'actions qui sont faites dans les différents pays, donc ça c'est très positif et je retenais la dernière intervention qui parlait de créativité et je pense que c'est vraiment un des points clés sur lequel on peut aujourd'hui vraiment se dire que la crise de Covid peut être une opportunité pour nous de revoir un peu notre façon dont on met en œuvre nos projets à long terme et nos projets de développement. Donc pour Madagascar, comme l'a souligné Madame le ministre, on a une très très bonne collaboration avec l'ensemble des partenaires de la société civile, le système des Nations Unies qui vient vraiment en appui au gouvernement pour appuyer la réponse. Et je pense qu'on peut souligner justement cet excellent partenariat qu'on a avec l'ensemble des partenaires. Et juste pour rebondir un peu sur la question sur la durabilité, je pense que, et ce que je disais au tout début, on peut saisir ces opportunités aujourd'hui de cette crise pour faire justement renforcer les messages sur les changements de comportement, la promotion, la promotion sur l'hygiène, et aussi sur tout ce qui concerne la fin de la défécation à l'air libre, qui est quand même aussi une pratique extrêmement, je dirais, élargie au sein du pays et pour lequel le pays s'est doté d'une feuille de route et pour lequel aujourd'hui, en matière de créativité, on essaye de se dire, bon, OK, on ne peut plus faire des approches avec des focus group, on ne peut plus réunir les gens pour déclencher des activités d'ATPC, mais on peut travailler avec d'autres approches. Donc, d'autres partenaires ont commencé à réfléchir sur des approches par voisinage, par des réseaux sociaux. Et aujourd'hui, il y a des choses assez intéressantes qu'on pourrait peut-être après, à long terme, passer à l'échelle pour pouvoir faire à la fois répondre à la question d'accès à l'eau potable, d'hygiène et d'assainissement. Donc, toutes ces choses-là sont partagées aussi aujourd'hui au sein de la plateforme de réponse de coordination au Covid à travers le cluster WASH qui a été mentionné par Madame la ministre. Et on a un grand dynamisme au niveau de ce cluster. On a plus de 80 participants qui sont membres et qui relaient beaucoup d'informations qui viennent du terrain et qui nous enrichissent aussi sur la façon dont on peut apporter, je dirais, être plus efficace sur la réponse. Donc, il y a beaucoup d'opportunités qu'on peut saisir en ce moment. Et je remercie l'ensemble des partenaires avec qui on travaille et en particulier Madame le ministre et de son ministère avec qui on est main dans la main pour la lutte contre Covid à Madagascar. Je vous remercie. Merci, merci Brigitte.
Excellent. Une intervention très courte et puis une sorte de intervention coup de poing puisque vous avez parlé d'être et à la fois main dans la main et à la fois vous avez parlé du cluster wash et qui est donc excellent. Et puis je pense que l'UNICEF est et continue que ce soit en phase crise, que ce soit en phase Covid ou pas, soit en phase développement, l'UNICEF reste un partenaire clé, sinon le partenaire clé pour beaucoup de gouvernements et pour beaucoup de pays. Donc, merci de continuer vos efforts. Alors, nous sommes à 96 minutes depuis le début et je pense que il est temps de clore cette discussion. Je vais juste dire quelques mots de clôture et puis je laisserai à Madame la ministre, si elle est d'accord, la responsabilité en quelque sorte. Madame, mes excuses de vous le demander, mais nous voudrons profiter jusqu'aux dernières secondes de votre présence. Donc, si je fais quelques remarques et puis je vous laisserai, si vous êtes d'accord, clore ce webinaire avec quelques réflexions de clôture. Alors, ce webinaire a vu, donc, c'est un webinaire technique, linguistique, où nous avons, j'ai dit linguistique puisqu'il est en français et c'est typiquement le type de webinaire technique où nous avons les pays francophones du partenariat qui sont présents. Et aujourd'hui n'a pas été exception. Ce qui a été exceptionnel, c'est que nous avons franchi la barre de 100 participants, de 100 connexions indépendantes. Et je ne compte même pas les membres du secrétariat SWA quand je dis ça. Donc, ceci montre que les questions, enfin, que les acteurs sont très préoccupés, mais aussi qu'il y a pas mal d'initiatives qui sont en cours et qui sont prévues. Donc, le nombre de participants, la variété de participants, le nombre de pays, ça a été très encourageant. Et aussi puisque ça valide en quelque sorte les webinaires et la plateforme SWA comme plateforme d'échange des expériences, des réussites et des préoccupations. Donc ça, c'était ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que nous avons pu entendre la voix si loquace de Madame la ministre, mais aussi de Madame Roukiatou et de plusieurs autres personnes de la société civile. Nous avons aussi pu entendre parler du secteur privé et nous avons aussi quelques participants qui en sont à ce webinaire sur la place du secteur privé à court et à long terme. Nous avons aussi nous venons d'avoir l'intervention de l'UNICEF qui est donc un partenaire clé. Nous avons malheureusement, nous n'avons pas pu entendre la directrice régionale WaterAid, mais WaterAid reste aussi un partenaire assez important, enfin très important. Et donc, nous avons donc ces plusieurs voix et qui ne sont pas toujours de concorde, si on peut dire, mais où on trouve quand même une certaine cohérence des différents messages. Et que le Covid est à la fois une menace pour les systèmes d'assainissement d'hygiène par la disruption des services, par la discontinuité des actions, mais est aussi en quelque sorte une sorte d'engouement pour relever la voie du secteur de l'eau, l'assainissement, l'hygiène. Donc ça, c'est un deuxième point qui est apparu. Il y a donc, on a vu, et notamment, enfin, ne serait-ce que par la présentation de Madame la ministre, on voit qu'il y a des actions sur plusieurs plans qui ciblent les inégalités, que ce soit pour les identifier, que ce soit pour approvisionner en service, que ce soit pour écouter la voix des plus vulnérables, que ce soit pour les impliquer
en tant qu'acteur des messages et en tant que messager et en tant qu'acteur des actions. Donc, ça, c'était le troisième point que je voulais vous dire. Et le quatrième, c'est qu'il y a pas mal d'attention, bien sûr, sur la réponse à court terme, donc la réponse crise, mais il y a aussi beaucoup d'éléments et beaucoup de considérations qui est faite pour la réponse à long terme, puisque le Covid restera avec nous pendant un certain temps. Et voilà, donc c'était mes remarques. Je voulais remercier tout le monde. Et maintenant, tout simplement, je voudrais juste demander à Madame la ministre de nous dire quelques mots avant de clore cette session. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cela et pour ce webinaire. J'aimerais remercier tout le monde pour l'attention qu'on met particulièrement, mais ce mouvement mondial pour vraiment mettre en avant le secteur du wash et surtout de profiter de l'opportunité qui nous est donnée pour encore plus plaidoyer pour augmenter le financement du wash, mais tout en considérant aussi de voir qu'il faut vraiment éliminer les inégalités et voir aussi les personnes vulnérables qui sont à travers les confinements et les actions seront encore plus vulnérables, mais qui seront toujours de les intégrer dans toutes nos stratégies. Donc, je rejoins totalement les 4 points qui ont été mis en exergue et j'espère et remercier le SWA pour SWA pour cette initiative, mais aussi encore renforcer ce mouvement de grand plaidoyer, aussi de nous permettre d'accéder à différents financements à travers les échanges et aussi échanger techniquement ou pour les stratégies dans plusieurs pays. Donc, je remercie tout le monde et c'est ce qui clôt aussi mon intervention pour ce webinaire. Merci. Merci beaucoup. Et c'est ce qui clôt aussi le webinaire lui-même avec les mots de Madame la ministre. Merci à tout le monde et la session est close.